Obiter Dictum, à la découverte du Conseil constitutionnel. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Grégory. Bonjour Pierre-Edouard. Nous recevons dans ce nouvel épisode d'Obiter Dictum Anne-Chalène Bézina, maître de conférence à l'Université de Rouen et à Sciences Po Paris, pour discuter avec elle d'une institution de la République que les citoyens connaissent peu, connaissent mal, mais qui est progressivement entrée dans leur quotidien. Je veux ici parler du Conseil constitutionnel. Les deux grandes missions du Conseil constitutionnel sont relativement simples. Le Conseil constitutionnel est l'arbitre des élections, et notamment du principal rendez-vous démocratique qu'est l'élection du président de la République. Le Conseil constitutionnel est, ou plutôt se veut, le gardien des droits et libertés protégés par la Constitution. C'est le seul organe en France qui peut censurer une loi. Cette dernière mission du juge constitutionnel, loin du chien de garde qu'avaient imaginé les rédacteurs de la Constitution de 1958, occupe désormais une place prépondérante dans son activité. Nous y reviendrons au cours de notre échange. Bien que le Conseil constitutionnel soit devenu une institution essentielle de la Ve République, il reste une cible facile des commentateurs de la vie politique et des universitaires. Justice corporatiste et protectrice des intérêts des dirigeants politiques pour les uns, faiblesse des motivations des décisions du Conseil, de sa composition et de son fonctionnement pour les autres. Le sale plaisir de salir le Conseil constitutionnel, pour reprendre un article évocateur du doyen Vedel, tente toujours certains commentateurs de la vie politique et juridique française. On rappellera néanmoins que le doyen Vedel avait été un membre de l'institution, et quel membre, puisqu'on lui doit la doctrine sur l'identification des sources que manie le Conseil constitutionnel. Anne-Chalène Bézina, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans l'analyse de la pratique du Conseil constitutionnel en tant que juge des droits et libertés, pouvez-vous revenir rapidement sur l'histoire de la justice constitutionnelle en France? Le Conseil constitutionnel de la Ve République est-il l'héritier d'une longue tradition française en matière de constitutionnalité des lois? Bonsoir, merci de votre invitation. Je suis ravie de pouvoir parler du Conseil constitutionnel ce soir parce que je pense que vous l'avez dit dans votre introduction, mais on ne le répétera jamais assez. C'est une institution que les citoyens croient connaître, mais connaissent finalement relativement mal. Sur l'histoire du contrôle de constitutionnalité, spécifiquement pour le cas français, on a une histoire contrariée avec ce contrôle de constitutionnalité, notamment parce que dès nos premières constitutions, on a été un peuple plutôt légicentriste, c'est-à-dire que ce dogme de la loi, expression de la volonté générale, qui est au départ dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau et qui se retrouve dans l'article 6 de notre Déclaration des droits de l'homme, nous a longtemps empêché de penser au contrôle de la loi par rapport à la conformité d'un texte supérieur, tout simplement parce que pour nous, il n'existait pas de texte supérieur aux lois. Et il faut attendre les sénats impériaux qui, les premiers, ont été dans la Constitution chargés de contrôler les lois par rapport à la Constitution. Mais encore une fois, on est ici dans une justice politique, c'est-à-dire que le Sénat est à la fois une assemblée parlementaire et une assemblée qui contrôle le résultat législatif. Donc, on n'a toujours pas véritablement de contrôle de constitutionnalité abouti. La doctrine aime bien rappeler cet épisode de la jury constitutionnaire qui avait été proposé par Sieyès au moment révolutionnaire où on se posait justement la question de ce qui serait fondamental pour un État, et il avait proposé justement qu'un aréopage de juges ou en tout cas même de membres élus puisse contrôler la conformité de nos lois à la Déclaration des droits de l'homme, au texte supérieur. Et ça avait été très mal reçu, puisque ce qu'on lui avait répliqué, mais qui gardera ces gardiens? Et c'est quelque chose, c'est une défiance qui est restée très nôtre jusqu'à 1946, où un comité constitutionnel faisait partie de la Constitution, mais ce comité avait des attributions très faibles en matière de contrôle de la constitutionnalité de la loi, notamment parce qu'on pouvait revenir sur ces décisions avec une majorité parlementaire. Donc ce n'est vraiment que le Conseil constitutionnel de 1958 qui a été notre première cour constitutionnelle chargée de la véritable du véritable contrôle de la conformité de la loi à un texte qui lui était enfin supérieur, qui était la Constitution de 1958. Et c'est le Conseil qui ensuite a forgé toute la jurisprudence relative aux droits fondamentaux, qui a repris le legs de tous nos textes historiques pour créer un contrôle de conformité des lois à un corpus constitutionnel suffisant, étoffé. Et on a acquis cette culture avec le Conseil parce qu'on y était très longtemps hostile. Peut-être revenir pour notre discussion sur trois dates marquantes que vous appelez des grands rendez-vous du Conseil constitutionnel sous la Ve. Je voudrais d'abord revenir sur la décision de liberté d'association du 16 juillet 1971 qui crée le bloc de constitutionnalité. Est-ce que vous pouvez nous
nous parler de cette décision du Conseil constitutionnel. Cette décision liberté d'association, elle est intéressante puisqu'on avait affaire ici à une loi qui entendait restreindre la liberté d'association, notamment par un contrôle de ces associations en mairie ou préfecture. Je ne me souviens plus exactement du dispositif législatif. Et le Conseil constitutionnel va dégager le caractère fondamental de cette liberté d'association. Sauf que cette liberté d'association, elle est consacrée comme étant une liberté fondamentale uniquement par la loi de 1901, qui est une loi républicaine qui a été votée sous la Troisième République, mais qui est une simple loi ordinaire. Donc le Conseil constitutionnel est face à une exigence contradictoire, c'est-à-dire consacrer le caractère fondamental de cette loi, mais il n'existe pas de pont constitutionnel entre cette loi et la Constitution de 58. Donc il va faire quelque chose de très important encore pour nous aujourd'hui, pour toutes les QPC que nous vivons, pour toute la vie constitutionnelle de nos citoyens, c'est qu'il va déclarer le préambule comme ayant valeur constitutionnelle. Parce qu'on a un préambule très court de notre Constitution de 58 qui nous dit tout simplement dans son alinéa 1er, l'alinéa 2 ayant été abrogé par la suite, que le peuple français proclame son attachement aux textes constitutionnels antérieurs, et il en cite notamment ce préambule, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le préambule de la Constitution de 46. Donc le Conseil va nous dire cette phrase tend à donner valeur constitutionnelle à tous les textes auxquels elle fait référence. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la constitutionnalité par référence, c'est-à-dire que le préambule ayant acquis valeur constitutionnelle, tous les textes auxquels il va renvoyer eh bien, vont avoir la même valeur que notre Constitution écrite, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule de la Constitution de 46, et ce préambule de la Constitution de 46 renvoyait lui-même, dans un jeu de poupées russes, on est vraiment dans les matriochka là, eh bien, ce préambule de 46 renvoyait aux principes fondamentaux reconnus par les lois de nos précédentes républiques, et donc notamment la Troisième République, qui a été une république très importante pour les libertés d'association, laïcité, séparation des églises et de l'État, mais aussi liberté de l'enseignement. Toutes ces libertés-là, eh bien, comme on va constitutionnaliser le préambule de 46, qui fait lui-même référence, eh bien, on va leur donner valeur constitutionnelle. Et c'est ainsi que la liberté d'association a acquis sa valeur constitutionnelle et tout le préambule. Mais n'est-ce pas un peu étonnant sur le principe d'opposer au législateur des lois ? C'est un peu étonnant, notamment par rapport à cette technique un peu particulière de la découverte que le Conseil constitutionnel emprunte justement dans son vocabulaire au Conseil d'État, qui lui-même parle de découverte des principes généraux du droit. Découverte ou création ? Voilà, c'est la grande question, puisque finalement, en découvrant, le Conseil constitutionnel est amené à... Alors, on a ce terme d'ailleurs de découverte dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous dit finalement les gouvernants ne doivent plus découvrir les droits fondamentaux. On aura vocation à leur rappeler par ce préambule de la Déclaration des droits de l'homme, et plus aucun gouvernant ne pourra dire qu'il méconnaissait ses droits. Donc l'opération de découverte pour le Conseil constitutionnel, c'est un peu cela. C'est-à-dire c'est une manière pour lui de déclarer du préexistant et de le rappeler à l'existence du législateur, ce qui lui permet finalement d'être moins directif à l'égard du législateur. Mais comme vous le dites, ça signifie quand même que le Conseil prend la liberté de cette lecture historique et de rappeler au législateur des lois antérieures, même si l'idée de se fonder sur la continuité historique, le rappel républicain, font que ces principes fondamentaux des lois de la République ont relativement rapidement fait consensus. Je pense notamment à la liberté d'association, au principe de dualisme juridictionnel, qui étaient des éléments qui préexistaient à la Constitution de 58, mais qui étaient relativement acquis majoritairement dans la doctrine, dans l'application de notre droit coutumier. Et donc le Conseil constitutionnel ne s'est pas hasardé à créer des PFRLR de manière prétorienne, qui puisse être aussi une manière de prêter le flanc à la critique. Il a été relativement consensuel dans sa manière de les dégager, ce qui est un petit peu moins le cas du Conseil d'État, qui s'est joué des principes fondamentaux des lois de la République en essayant d'en reconnaître un, qui était celui du refus d'extradition pour des motifs politiques dans l'arrêt Koné. Donc aujourd'hui, on a même des principes fondamentaux des lois de la République du Conseil d'État, qui eux sont, à mon avis, peut-être un peu moins assis au niveau républicain que ceux du Conseil constitutionnel. Mais il y a en effet cette opération de découverte qui est prétorienne et qui donc est relativement créatrice, originale de la part du Conseil constitutionnel. En vous écoutant... Cette décision de liberté d'association semble aller de soi. Pourtant, il y a de nombreux universitaires qui l'ont critiquée, et notamment Otto Persmann qui parle de coup d'état de droit. Vous partagez cette lecture ?
De la décision de 71 ? Alors si on prolonge d'ailleurs la réflexion du professeur Firstman, il nous parle même d'une 6e République depuis lors, puisque pour lui on a changé l'ADN de la 5e République. Et alors parler de coup d'État, c'est toujours un peu compliqué, puisqu'un coup d'État signifie le renversement de l'ordre établi par une faction qui s'estimerait plus légitime que les gouvernants en place, ce qui n'est pas totalement on va dire l'objectif, le but, la philosophie de cette décision du Conseil, même si moi je partage la conclusion du professeur Firstman sur un point, c'est aussi bien cette décision liberté d'association que, par exemple, l'élection de notre président de la République au suffrage universel direct sont des éléments qui ont profondément changé la nature de la 5e République. Donc, coup d'État, je ne sais pas, modification de la nature de la 5e nécessairement, puisque de ce jour-là, le Conseil constitutionnel a créé le bloc de constitutionnalité, on doit cette expression au doyen Favoreux, mais surtout, il a créé la véritable constitution des droits fondamentaux dont nous avons besoin aujourd'hui pour cette constitution vivante que le président du Conseil constitutionnel notamment se plaît à rappeler très fréquemment et dont nous avons besoin aujourd'hui au contentieux. Mais alors, le contrôle de constitutionnalité des lois tel qu'il intervient à partir de 1958, dans ses modalités, elles sont assez restreintes au début, puisque tant les modalités de saisine que l'extension du bloc, ça va venir un peu après, mais d'abord, la saisine est extrêmement restreinte en termes de personnes qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Alors, vous avez raison, il faut le rappeler, tout est restreint en 58 par rapport au Conseil constitutionnel. On a peu de textes qui l'organisent, notamment on a l'article 63 de notre Constitution qui devait renvoyer à une future loi organique relative à la procédure applicable devant le Conseil, qui n'a plus ou moins jamais vu le jour, puisque on a cette ordonnance qui a valeur de loi organique du 7 novembre 58, qui est le texte fondateur du Conseil, mais qui n'est pas vraiment prolixe sur la procédure suivie, vous le disiez, sur les modalités de saisine, sur beaucoup d'éléments que finalement le contentieux constitutionnel a dû forger par le fait. C'est pour ça qu'on a eu un contentieux constitutionnel coutumier pendant des années. Sur le point de vue de la saisine, il faut rappeler en effet que le contrôle du Conseil constitutionnel avant 2008 était un contrôle exclusivement a priori, c'est-à-dire avant que la loi n'ait été promulguée par le Conseil constitutionnel, et ça, c'est pas du tout une spécificité française. Tous les contrôles, a priori, sont plutôt des contrôles dits politiques, puisque ce sont des autorités politiques qui sont à l'origine de la saisine. Mais du coup, ces autorités politiques, vous le disiez, étaient très restreintes. On avait les 2 présidents d'Assemblée, le Premier ministre et le président de la République, qui seuls pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Et ça n'est pas anodin, puisque dans un régime plutôt majoritaire, comme on l'a voulu pour la Constitution de 58, eh bien, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le président de la République sont à peu près certains d'avoir la même coloration politique. Donc, pendant très longtemps, seul le président du Sénat endossait ce rôle de représentant de l'opposition pour la saisine du Conseil constitutionnel. Et c'est à lui, notamment, qu'on doit d'ailleurs la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi du 16 juillet, sur la fameuse décision du 16 juillet 71. Donc, ce président du Sénat a endossé ce rôle pendant longtemps, mais de 58 à 71, je crois que le Conseil constitutionnel avait rendu moins de décisions qu'il n'en a rendu après l'élargissement de la saisine de 74 en à peine 1 an, puisque c'était une autorité, le Conseil constitutionnel, qui était conçu plutôt comme régulatrice des pouvoirs publics, c'est comme ça qu'on en parlait dans les manuels au départ, et surtout comme étant là pour garder le texte de la Constitution plutôt dans son aspect de procédure législative. Donc comme vous le disiez, non seulement la saisine était restreinte, mais le spectre d'action du Conseil constitutionnel était lui-même très restreint, et peut-être même que l'ambition qu'on avait de ce Conseil, c'est le général de Gaulle qui s'est opposé à ce qu'on appelle une cour d'ailleurs, eh bien était tout à fait restreint lui aussi. Donc le Conseil a en réalité créé la surprise d'être la cour constitutionnelle qu'on n'avait vraiment pas souhaité de lui au départ et au moment de sa création en 58. Alors, l'envol du contentieux constitutionnel intervient en 1974. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que le président Valéry Giscard d'Estaing avait souhaité une réforme constitutionnelle qui a donc eu lieu en 1974, qui a permis à 60 députés et 60 sénateurs 60 députés ou 60 sénateurs d'ailleurs, je dis « mais parce que c'est possible pour les deux, eh bien de saisir le Conseil constitutionnel. Cette réforme constitutionnelle, au départ, elle devait se doubler d'une capacité d'autosaisine du Conseil constitutionnel qui finalement n'a jamais vu le jour. Et la doctrine n'était pas nécessairement très dithyrambique sur cette réforme constitutionnelle. On avait même eu un article qui précisait que ce serait une réformette, puisqu'on se disait mais qui aura finalement le réflexe d'aller saisir le Conseil constitutionnel ? Et notamment avec les premières lois de finances, on a eu les premières saisines d'opposition
motivée auprès du Conseil constitutionnel, avec donc des arguments de constitutionnalité. Et c'est au moment où on a ouvert aux députés et aux sénateurs, alors le chiffre de 60 a été choisi vraiment de manière aléatoire, parce que dans beaucoup d'autres pays, vous pouvez avoir une vingtaine seulement, une trentaine, une dizaine même, de députés qui peuvent saisir le Sénat constitutionnel. C'est une manière de demander un certain sérieux pour la saisine, mais ça a très vite fonctionné, puisque l'opposition s'est saisie de l'opportunité d'avoir une troisième lecture de la loi, certes juridique, comme un moyen de développer les griefs de constitutionnalité, mais un petit peu comme elle n'avait pas pu le faire au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est intéressant parce qu'à partir de 1974, on a eu du contentieux constitutionnel, certes juridique, mais qui était en fait un petit peu l'appendice de la bataille politique devant le Conseil constitutionnel. Et donc il a appartenu au Conseil constitutionnel pendant toutes les premières années de son contrôle, au moins jusque dans les années 80-82, le Conseil constitutionnel a dû un petit peu purifier les saisines, les filtrer pour les rendre plus juridiques et pour ne retenir finalement que le conflit de constitutionnalité. Alors qu'au départ, c'est vrai que ces saisines avaient essentiellement un objet politique. Il faut le dire d'ailleurs, qu'elles ont encore aujourd'hui. Mais cette caractéristique des droits de l'opposition, qui est celle de la saisine parlementaire, elle a en tout cas permis de juridiciser ce contrôle et de le moderniser profondément. Alors justement, ça nous fait une transition toute trouvée. Est-ce qu'on peut revenir sur la procédure du contrôle a priori? Elle a été très récemment réformée avec un nouveau règlement intérieur de procédure qui est applicable depuis le 1er juillet 2022. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Avec plaisir. Ce règlement de procédure, c'est un outil très pragmatique. Les règlements de procédure ont une valeur assez originale dans notre droit, puisque ce ne sont pas des règlements, comme leur nom pourrait faussement l'indiquer, ce ne sont pas des actes administratifs, ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des lois organiques relatives aux cours constitutionnels, mais c'est des éléments de l'ordre intérieur de cette juridiction qu'est le Conseil constitutionnel. Et c'est grâce à ces règlements que les acteurs de la procédure, les députés, les sénateurs, les citoyens, les avocats, vont avoir plus d'informations sur la manière dont la procédure est menée. Et pendant des années, la doctrine, dont j'ai fait partie, militait pour l'adoption d'un règlement de procédure dans le contrôle a priori des lois, puisqu'il y en avait un pour la QPC, il y en avait un pour le contrôle des lois, des opérations référendaires, des élections législatives, présidentielles, mais pas pour le contrôle a priori des lois. Alors, ce règlement est très court, il comprend des éléments qui se retrouvaient parfois déjà dans le décret de 59 sur l'organisation du Conseil ou dans la loi organique de 58, mais il a le mérite de publiciser cette procédure qui s'est créée par la coutume, qui a été longtemps considérée comme très secrète et officieuse, et la manière dont le Conseil constitutionnel publie, notamment la manière dont il peut être saisi de manière électronique, dont il peut audiencer les décisions de contrôle a priori, dont il peut écouter des experts, recevoir des contributions extérieures, sont des choses qui font du bien lorsqu'elles sont dites, même si elles existaient auparavant, et ça va mieux lorsqu'on le dit. Je crois que c'est très important dans la procédure, dans le droit contentieux, d'avoir des éléments écrits, des éléments de publicité. La Cour européenne des droits de l'homme nous incite d'ailleurs à agir en ce sens, et le Conseil a enfin fait cette mue en publiant un règlement très court, mais qui au moins donne les détails de la procédure, des dates de saisine, de la manière dont il publie ses décisions, et qui fait entrer la procédure du contrôle a priori dans un vrai droit processuel contentieux, au même titre que le droit de la procédure de QPC ou des autres finalement juridictions, même si le contrôle de constitutionnalité, le contentieux constitutionnel sera évidemment toujours moins codifié que ne l'est aujourd'hui le contentieux administratif avec le CJA ou la procédure civile avec le code de procédure civile. Mais ce règlement de procédure pallie un peu le côté coutumier et très obscur de la procédure. Notamment pour les parlementaires qui sont auteurs de la saisine, puisque jusqu'à présent, ils n'avaient pas possibilité d'obtenir une audition de la part du Conseil constitutionnel qui discutait uniquement avec l'exécutif avant son jugement. Il y a eu un contrôle de ce règlement de procédure ? Alors, le propre du règlement de procédure, c'est d'être pris par le juge lui-même. Donc, soit il l'autocontrôle et donc on pourrait craindre pour l'impartialité, soit il est contrôlé par un autre juge et du coup, on peut craindre pour l'indépendance de ce juge. Donc, les règlements de procédure sont un espèce d'îlot de non-contentieux dans le sens où ils peuvent être contestés et
attaqués et utilisés par les requérants, mais aucun juge n'accepte de les contrôler, notamment par rapport à la sphère d'autonomie qu'ils représentent pour ce juge. Donc le Conseil constitutionnel a publié ce règlement pour dire quand est-ce qu'il recevrait les saisines, comment il le ferait, et si finalement le juge administratif le contrôlait, eh bien ce serait une intrusion dans l'indépendance du Conseil, et si le Conseil constitutionnel l'autocontrôlait par rapport à la Constitution, il y aurait un risque de manque à l'impartialité objective. Donc ce sont des textes qui sont de l'organisation intérieure, et comme toutes les mesures d'organisation intérieure ont un régime contentieux un peu original et hybride, donc ce règlement ne sera pas contrôlé par rapport à sa constitutionnalité ou sa conformité à d'autres textes, mais je rassure les auditeurs, ce règlement ne comprend que des dispositions d'organisation interne, et c'est notamment pour ça qu'il n'est pas contrôlé sur sa conformité à des normes supérieures. Mais l'absence de contrôle des règlements des cours constitutionnels ne va pas de soi. Enfin, s'agissant des règlements, mais s'agissant du Conseil constitutionnel, on a eu le règlement sur l'accès aux archives, qui a fait l'objet d'une décision d'Assemblée du Conseil d'État de 2002, dans lequel le Conseil d'État nous a dit « je ne contrôle pas ». Les conclusions du rapporteur public étaient contraires, et si on lit bien la chronique faite par les membres du Conseil d'État, elle est plus qu'assassine, parce que la décision ne coulait vraiment pas de soi. Donc c'est cet îlot de pouvoir normatif du juge en dehors de tout contrôle, il est quand même en soi questionnable, non ? Tout à fait. Alors moi, j'y ai consacré un article, donc je partage votre conclusion, notamment parce que ces règlements, à mon sens, ont parfois le défaut d'aller trop loin. Et un règlement de procédure qui se limiterait à préciser les jours d'audience, la manière dont sont imprimées les saisines ne devrait pas poser de problème par rapport à cet îlot d'injusticiabilité. Mais un règlement de procédure comme celui de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, qui précise toutes les réceptions des tierces oppositions, etc., qui nous dit à quelles conditions une requête est recevable ou pas, eh bien là, on se pose la question de savoir si c'est vraiment légitime que ce règlement ne soit pas contrôlé par rapport aux normes supérieures, par rapport au respect du droit au procès équitable. Mais, encore une fois, on tourne un petit peu en rond. Et c'est exactement d'ailleurs la conclusion du Conseil d'État dans cet arrêt Brouhan. C'est que le juge administratif nous dit oui, cet acte pourrait tout à fait être attaquable, mais qu'en est-il alors de la sphère d'indépendance que ce règlement de procédure garantit au juge dont il est question? Et c'est ce qu'on a fait pendant longtemps avec les mesures d'ordre intérieur, d'ailleurs dans la juridiction administrative. Je pense notamment aux mesures relatives aux prisons, aux écoles, etc., dans lesquelles on avait parfois du mal à entrer en se disant mais c'est la sphère d'autonomie de ces institutions. Donc il y a un régime particulier. Moi, je pense que certains des éléments du règlement de procédure devraient pouvoir être contestés à partir du moment où ils retiennent une norme générale et impérative, un peu comme on l'a retenu pour la jurisprudence du Vinière, c'est-à-dire pour les éléments des circulaires, des textes de droit souple. Donc, il y a le juste équilibre à trouver entre l'indépendance et l'autonomie de la Cour et le respect du droit au procès équitable. Donc, l'arrêt Brouhan, d'ailleurs, surfe, si je peux me permettre cette expression, sur cette ligne de crête très difficile à trouver entre l'indépendance et le souci de contrôle. Anne-Chalene Bézina, avant de poursuivre notre discussion sur la question prioritaire de constitutionnalité, nous avons l'habitude de demander à notre invité un titre de musique qu'il affectionne. Qu'en est-il pour vous ? Alors moi, j'ai la particularité d'être pianiste, donc j'avais envie de vous soumettre toutes les œuvres pour piano que j'aime et que je joue. Mais j'ai choisi une pièce de Debussy, qui est la première arabesque, notamment parce que j'ai la chance de la travailler avec mon maître de piano qui est Théodore Paracivesco et qui l'interprète divinement. Cette première arabesque, elle me rappelle aussi les arabesques à la danse classique, la barre, que j'ai longtemps subie, mais aimée aussi en tant que jeune ballerine. Et puis cette arabesque, elle a toute la poésie de Claude Debussy, avec ce rappel de la légèreté et le sens très harmonique qu'il a finalement. Donc je la joue souvent en bis et je l'aime beaucoup. Donc j'avais très envie de vous faire découvrir la première arabesque ce soir. Eh bien, écoutons Debussy.
Alors, reprenons sur la dernière étape du contentieux constitutionnel, c'est-à-dire l'avènement de la question prioritaire de constitutionnalité en 2008-2009. Pouvez-vous nous en parler ? Alors la question prioritaire de constitutionnalité, elle fait suite au rapport qui avait été commandé par le président de la République à un comité de réflexion qu'on a appelé comité Balladur, notamment parce qu'il était présidé par lui et qui était un comité de réflexion sur l'équilibre des institutions de la Ve République. Et dans un des volets de ce rapport, qui était donné plus de droits aux citoyens, il avait été proposé d'en arriver au contrôle de constitutionnalité de la loi, mais plus uniquement avant sa promulgation par des seules autorités politiques, mais après sa promulgation, voire même 100 ans après parfois, sa promulgation, et par des justiciables, c'est-à-dire des citoyens en plein cours d'un contentieux, qu'il soit civil, administratif, pénal, politique, etc. Cette QPC a vu le jour, finalement, dans une révision du 23 juillet 2008, qui est une révision constitutionnelle d'importance, puisqu'on a révisé beaucoup d'articles de la Constitution, et on a installé dans la Constitution un article 61-1 qui précise que, lors d'un procès en cours, un justiciable peut demander au juge qui est en train de juger son litige au fond, eh bien, de vérifier si la loi qu'on lui applique ou la disposition de loi qu'on lui applique est bien conforme aux droits et aux libertés que la Constitution lui garantit en tant que citoyen. Donc c'est une très grande avancée du contentieux constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel français était pendant très longtemps une exception en contentieux constitutionnel comparé, puisque c'était le seul juge à ne pas pouvoir être saisi par d'autres autorités que des autorités politiques, et cela avant que la loi ne soit promulguée. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, beaucoup d'autres, je peux en citer vraiment beaucoup d'autres, cours constitutionnels, systèmes de justice constitutionnelle concentrés, eh bien, connaissaient ces types de saisines. Alors nous, on a eu beaucoup de mal parce que ce légicentrisme était encore très présent, donc on nous disait mais on va remettre en cause des lois à peine adoptées par le Parlement ou au contraire adoptées depuis des années. Est-ce que cela ne va pas créer un trouble dans l'ordre juridique ? Et bien au contraire, cette QPC a très bien fait sa mue, puisqu'aujourd'hui on a fêté la 1000e il n'y a pas si longtemps que ça, donc la QPC a un fort intérêt pratique, contentieux, mais aussi un fort intérêt pour les justiciables, puisque il y a une fonction de nettoyage de l'ordre juridique qui ne peut pas être négligée, et une fonction aussi d'affermissement des droits fondamentaux des citoyens, dans le sens où, pour n'importe quel juge, devant n'importe quel juge et au cours de n'importe quel procès et à n'importe quelle étape de l'instance ou de l'audience, d'ailleurs, l'instruction de l'audience, eh bien, le justiciable peut désormais faire vérifier la constitutionnalité de la loi, mais attention, uniquement pour le respect de ses droits fondamentaux. Donc ça a beaucoup subjectivisé notre Constitution, ce dont elle avait vraiment bien besoin, puisqu'elle était un peu une constitution de professeur pendant très longtemps. Donc la QPC a, à mon avis, beaucoup nourri le contentieux constitutionnel, du point de vue des droits fondamentaux, du point de vue de la procéduralisation du Conseil aussi, et de la connaissance que les citoyens ont aujourd'hui de leur Constitution. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le justiciable, lorsqu'il est devant le juge de droit commun, peut directement saisir le Conseil constitutionnel? Alors pas exactement, parce qu'on a été prudent avec ça en 2008 et avec la loi organique de 2010. On a organisé une procédure de filtrage, c'est-à-dire que lorsque vous saisissez le juge, alors admettons que vous soyez devant un tribunal judiciaire, eh bien vous allez saisir ce tribunal judiciaire, il aura 3 conditions à vérifier. Que la question que vous posez soit bien applicable à votre litige. On ne peut pas poser de litige objectif. Vous ne pouvez pas tout d'un coup vous déclarer défenseur de la loi. Il faut vraiment que cette loi vous impacte dans votre litige. D'abord, il faut que cette loi soit donc applicable à votre litige. Ensuite, deuxième point, il faut que la disposition de loi n'ait pas déjà été jugée conforme par le Conseil constitutionnel dans une de ses précédentes décisions, sauf si les circonstances de droit ou de fait ont changé depuis lors, mais en réalité, c'est plutôt une règle de bonne logique. Et, troisième règle, que la question est suffisamment sérieuse. Si votre premier juge estime que ces 3 conditions sont remplies, eh bien, il va devoir transmettre cette question au juge suprême de son ordre, c'est-à-dire que si on est face à un juge du judiciaire, eh bien, il va renvoyer à la Cour de cassation. Si on est devant un juge qui dépend du Conseil d'État, qui est donc plutôt un juge de l'ordre public, administratif, eh bien, il va devoir en déférer au Conseil d'État. Et c'est ensuite ces juges suprêmes qui revérifient exactement les 3 mêmes conditions, avec une petite réserve, c'est-à-dire que la question peut être sérieuse ou nouvelle, à leur sens, c'est-à-dire qu'ils peuvent ainsi ouvrir un petit peu le goulot d'étranglement de ce filtrage. Et
l'idée de donner un deuxième juge suprême, c'était une manière de ne pas en arriver trop vite au Conseil constitutionnel et donc d'éviter l'embouteillage contentieux qu'on a beaucoup craint mais qui finalement n'a vraiment jamais eu lieu. Et les juridictions suprêmes, donc, vont à nouveau vérifier ces conditions et décider si oui ou non elles vont renvoyer au Conseil constitutionnel. Une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, lui fait, j'ai envie de dire, son job habituel. Il va vérifier que la disposition de loi qui lui est renvoyée est bien conforme à la disposition de la Constitution qu'on considère comme étant violée dans le procès. Il n'a rien à voir avec le procès, il n'a rien à voir avec la condition de sérieux déjà jugée. Il va vraiment jouer un rôle objectif de contrôle de constitutionnalité de la loi par rapport à la Constitution, mais grâce à sa décision, soit la loi est abrogée et le litige, c'est nucléaire, n'existe plus, soit on renvoie à nouveau devant le premier juge saisi pour reprendre le cours de la procédure, et dans ce cas-là, l'application du droit devra se faire dans le litige concret. Mais est-ce qu'il était envisageable de faire une saisine directe du Conseil constitutionnel ? Par sûr, exemple, en Allemagne ou en Espagne, il y a une possibilité. En effet, vous avez raison. Est-ce qu'il y a de l'engorgement de ces juridictions constitutionnelles ou pas ? Alors, le recours d'amparo, par exemple, auprès du tribunal constitutionnel espagnol, a beaucoup d'éléments de particularité. Donc, c'est difficile de faire le parallèle avec la France. Mais oui, il y a évidemment de l'engorgement. Oui, c'est également le cas en Allemagne. Même si, oui, ça aurait pu tout à fait être envisagé. Puisque l'engorgement, quand on pense au délai de jugement moyen devant un tribunal judiciaire ou devant un tribunal administratif, il n'aurait pas été beaucoup plus excessif. On ne peut pas dire que ce soit tous les jours non plus que des questions de constitutionnalité se posent à l'égard de citoyens qui méritent déjà d'être très bien renseignés par rapport à la constitutionnalité des lois. Donc, c'est pas un risque d'engorgement trop fort, à mon avis, mais je pense aussi que c'est un problème culturel qui a fait qu'on n'ait pas eu à faire un recours direct en constitutionnalité, notamment parce que il y a ce dogme de la remise en cause de la loi qui nous a longtemps posé problème. Il faut savoir que cette QPC de 2008, sous une mouture certes un tout petit peu différente, on y avait déjà pensé en 90 et en 93, et le Sénat s'est opposé à cette réforme constitutionnelle qu'il a donc bloquée, puisque c'est ainsi que le veut la procédure constitutionnelle. Donc on avait des réticences très fortes à adopter une saisine directe de la part du citoyen au Conseil constitutionnel, et puis peut-être aussi que notre juge n'a pas les moyens des autres cours constitutionnels qu'on a cités, la Cour allemande, le tribunal espagnol, 9 juges seulement, sans staff officiel en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collaborateurs, il n'y a pas de chambre de préenregistrement des requêtes, et donc on pouvait tout à fait risquer un engorgement contentieux, et puis peut-être une acceptabilité moins grande. Est-ce qu'à l'avenir on pourra évoluer vers une autre voie de recours qui serait le recours direct devant le Conseil constitutionnel? Je pense que la QPC a tellement bien fait sa mue qu'elle a joué en faveur de l'acceptabilité du recours direct, mais on n'y est peut-être pas encore. Vous ne pensez pas que les deux juridictions suprêmes aimeraient garder la main sur ce qui passe au Conseil constitutionnel, puisque dans le contrôle de la loi, pour qu'on soit un peu clair, c'est le contrôle de la loi tel qu'interprété par les juridictions suprêmes. Donc l'interprétation de la loi s'intègre à la loi, et c'est elle qui est contrôlée par le Conseil constitutionnel. Donc, possibilité de censure, en fait, de la loi telle qu'interprétée par une Cour suprême. Est-ce que ce filtre, ça ne permet pas aux deux cours suprêmes, justement, de faire passer au Conseil constitutionnel, pas ce qui les arrange, mais en tous les cas, de retenir des interprétations de la loi qu'elles ont posées et qu'elles ne désirent pas voir changer? Je me souviens très bien d'une chronique qui avait été sortie au début de la QPC. Elle était encore pas entrée en vigueur, je crois, où la chronique s'intitulait « Le filtre ne doit pas se transformer en bouchon ». Et je crois que vous avez raison de dire qu'il y a évidemment une part de politique jurisprudentielle dans la manière dont les cours vont interpréter le caractère sérieux de la QPC et donc choisir ou non de transmettre au juge constitutionnel. Alors, dans ma proposition, je n'estimais pas que le recours direct était en substitution de la QPC. Je pense qu'il pourrait être une voie de recours en plus qu'on pourrait ajouter à la procédure de QPC, comme c'est le cas d'ailleurs auprès du tribunal constitutionnel espagnol ou en Allemagne, où ces 3 voies de contrôle, il y en a même d'autres d'ailleurs, coexistent. Donc on pourrait le faire coexister. Mais je crois que vous avez raison de parler d'opportunité finalement. On connaît cette fameuse gêne
du juge administratif face à l'opportunité dans le contrôle, même puisque justement, c'était une phrase de Pierre Delvolvé qui disait « il n'y a pas de contrôle de l'opportunité, mais il y a parfois de l'opportunité dans le contrôle », et je pense qu'on peut dire exactement la même chose avec le caractère sérieux de la QPC. Est-ce que pour autant, c'est une manière pour elles de garder un contrôle sur leur jurisprudence ? Je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer que le Conseil constitutionnel, même dans les recours directs, et il le fait d'ailleurs dans le contrôle a priori, s'approprie la jurisprudence des cours suprêmes et ne retiennent la conception de la loi que telle qu'elle est interprétée, telle qu'elle a été interprétée par les juridictions suprêmes, même si, vous avez raison, je pense qu'en travaillant sur la constitutionnalité de la loi, déjà les cours suprêmes ont pu changer leur méthode. Je pense notamment à la Cour de cassation qui avait moins l'habitude de travailler la constitutionnalité que le Conseil d'État, et que je pense qu'il ne faut pas leur retirer ça, puisque ça a permis de bien diffuser la culture constitutionnelle, de diffuser l'autorité de la chose interprétée par le Conseil, donc les décisions du Conseil sont bien mieux connues. Donc je crois vraiment pas qu'il faut leur retirer cette compétence. Et quant à la question de savoir si elles choisissent ce qu'elles filtrent, oui, on ne peut évidemment pas y couper. Alors, on a eu récemment un bilan de la QPC dressé par le président du Conseil constitutionnel, et selon ses mots, je vais essayer de les retrouver, il appelle la QPC la question citoyenne, et il nous dit « le bilan est excellent. Pas de contestation, réussite incontestable ». Est-ce que vous partagez ce bilan ? Alors j'ai moi-même travaillé justement pour le projet QPC 2020 que le Conseil constitutionnel a développé avec des universités partenaires et qui consistait à nous confier sur des thèmes que nous avions choisis. Donc moi je suis docteur de l'université de Paris 1, donc j'ai travaillé avec l'équipe de l'IRJS de Paris 1. Nous on a travaillé sur l'émergence du procès constitutionnel. Et précisément on s'est rendu compte que, alors l'idée que le président de l'institution estime que l'institution a bien travaillé est évidemment un peu un euphémisme, mais on a travaillé sur la réception par les acteurs de la QPC. Et notamment, on a été interrogé des juges administratifs, des juges judiciaires, des avocats au Conseil d'État, des associations. Et on s'est rendu compte que la QPC avait en tout cas bien réussi un élément clé. C'est son acceptation. C'est-à-dire que elle se démocratise de plus en plus. Des citoyens particuliers et non pas des associations ont de plus en plus recours à la QPC. Elle est mieux connue des avocats. Elle est mieux argumentée auprès des juges. Les juges ont eux-mêmes acquis des méthodes qui leur sont propres. Donc un procès constitutionnel de la QPC, c'est véritablement, dans les faits, dans les statistiques, dans les questionnaires qu'on a fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était le cas. La QPC a pris. Si on peut considérer que c'est une greffe, elle a bien été intégrée. Est-ce que la QPC est entièrement une réussite ? Oui et non, parce que on pourrait estimer encore que le Conseil constitutionnel pourrait, c'est mon point de vue, concrétiser parfois un peu plus et un peu mieux son contrôle. En tant que juge de la constitutionnalité a posteriori, il se refuse à faire entrer parfois les faits dans son appréciation de constitutionnalité, alors pourtant qu'on sait très bien qu'il le fait, que son instruction est pleine de cette application pendant... On a eu des lois de Brumaire, donc pendant des centaines d'années, on a appliqué ces lois, donc on a nécessairement besoin, c'est la différence entre le contentieux a priori et le contentieux a posteriori, on a besoin du fait, on a besoin de la vie de cette loi pour juger de sa constitutionnalité. Et je pense que le Conseil constitutionnel pourrait encore concrétiser son contrôle. Je pense qu'il pourrait aussi préciser ce qu'est, à son sens, une question nouvelle. Les juridictions de renvoi ont beaucoup de mal à savoir ce qu'est une question qui n'est pas sérieuse, mais qui serait nouvelle. Est-ce que c'est sérieux ou nouveau ? Est-ce que c'est sérieux et nouveau ? Est-ce que cette nouveauté nous sert vraiment à quelque chose ? Il y a vraiment beaucoup de choses qui méritent encore d'être précisées. Le Conseil constitutionnel, dans son changement des circonstances aussi, pourrait être plus clair sur ce qu'est une circonstance de droit, une circonstance de fait. Et les grilles de lecture sont encore un peu tâtonnantes sur certains des standards de la QPC, mais je crois qu'on peut dire quand même qu'elle a bien réussi le jeu de l'acceptation et le jeu de la diffusion dans le procès et auprès des acteurs du procès. Alors, juste sur le changement de circonstances, ça fait appel à la deuxième condition, c'est-à-dire Exactement. Que pour qu'une QPC soit transmise, il ne faut pas que la disposition législative en cause ait fait l'objet d'une déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel, sauf en cas de changement de circonstances, de fait ou de droit. Et c'est à ça que, je parle sous votre contrôle, mais c'est à ça que vous C'est exactement à cette condition que je fais référence, en effet, puisque la première condition, l'applicabilité au litige de la loi, elle est plus simple d'utilisation, mais la question de savoir s'il y aura eu, depuis une précédente déclaration de constitutionnalité, des circonstances de droit ou de fait qui ont changé,
c'est une appréciation très concrète, très factuelle, que les juges de transmission effectuent avant le Conseil constitutionnel, mais que le Conseil constitutionnel se donne le droit de revérifier après eux. Et donc, il y a parfois des petits conflits de jurisprudence sur lesquels, justement, on voit que les juges de transmission ont besoin de plus de lignes directrices de la part du Conseil. Alors, passons peut-être au cœur de la QPC, c'est-à-dire la protection des droits et libertés, puisque c'est le champ de la QPC, c'est la protection des droits et libertés garantis par la Constitution. Et faisons peut-être un peu le bilan à chaud de ce Conseil constitutionnel gardien des libertés. On a eu 2 états d'urgence, malheureusement, un état d'urgence sécuritaire et un état d'urgence sanitaire. Quel est votre regard sur le bilan du Conseil constitutionnel, notamment au travers des QPC dont il a eu à connaître, sur ces mesures extrêmement restrictives de liberté fondamentale? Quel regard portez-vous sur ce bilan-là? Est-ce qu'il est possible de porter un bilan et quel est-il? D'abord, peut-être un mot sur les états d'urgence. Je crois qu'il faut... on est beaucoup de constitutionnalistes à le dire, beaucoup de juristes à l'exprimer, mais c'est important, je pense, de le marteler. Les états d'urgence ne doivent pas devenir l'état normal de la vie de nos libertés publiques. C'est ce qu'on s'évertue à apprendre à nos étudiants en L3. L'état normal, c'est le régime du contrôle a posteriori des libertés, c'est-à-dire on exerce la liberté et on la censure s'il y a abus de cette liberté. L'état d'urgence permet évidemment d'aller rapidement à la décision, mais elle permet aussi trop souvent de contourner la procédure normale, de restreindre les libertés de manière très forte. Et l'idée qu'on soit passé d'un état d'urgence sécuritaire à un état d'urgence sanitaire, alors qu'aujourd'hui on nous parle d'état d'urgence énergétique, me semble être symptomatique d'une dérive de nos démocraties. Je pense notamment à l'ouvrage de Stéphanie Hennette-Vaucher sur la question, et notamment celui de Diane Roman également. La démocratie est en état d'urgence, il faut faire très attention avec cela. Nos états de droit ne doivent pas s'accoutumer à ces régimes d'exception, puisque certes on va plus vite vers son objectif, mais toute crise que doit affronter un État ne doit pas nécessairement mobiliser un état d'exception. On peut affronter les crises avec les outils normaux de régulation et de vie des libertés. C'est mon premier point. Sur le bilan qu'on peut dresser de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, tant en matière d'état d'urgence sécuritaire qu'en matière d'état d'urgence sanitaire, alors la première objection, le premier élément qu'on peut questionner, c'est que le Conseil constitutionnel a déjà choisi d'aligner les normes de référence de son contrôle, donc son considérant de principe notamment, de l'état d'urgence sanitaire. Il l'a appliqué en copiant-collant, il faut le dire, le considérant de principe relatif à l'état d'urgence sécuritaire. C'est-à-dire qu'il a adopté les mêmes réflexes, les mêmes références à la proportionnalité restreinte, c'est-à-dire en mettant avant tout l'objectif, de garantie de l'ordre public. D'un côté, c'était l'ordre public par rapport à son volet sécurité, et ensuite, ça a été l'ordre public par rapport à son volet de protection de la santé publique. Et à cette occasion, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a fait de l'objectif de garantie de la santé publique un objectif de valeur constitutionnelle qu'il n'avait pas auparavant. Donc, le Conseil constitutionnel a cherché à intégrer l'exceptionnalité, si je peux parler comme ça, que le législateur avait imprimé sur les libertés dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité. Alors, est-ce que ce copier-coller est une bonne chose? Est-ce qu'il aurait dû au contraire garder son contrôle normal? La question peut se poser, même si c'est vrai que, je pense notamment aux 3 premiers mois, ou voire même à la première année, où les décisions scientifiques étaient elles-mêmes en tâtonnement, où nous-mêmes, citoyens, ne savions pas vraiment si nous préférions notre liberté ou ne pas risquer le danger. Est-ce que le Conseil constitutionnel était le bon organe pour décider ce qui était de droit ou non? La question peut vraiment se poser. Je crois que le Conseil est resté dans une espèce de prudence qui s'appelle le self-restraint, qui est une posture que les juges constitutionnels adoptent en matière de questions de société. Je pense notamment à l'euthanasie, à la question de l'avortement, etc. Et que le juge constitutionnel adopte là aussi très souvent en matière d'état d'urgence. C'est un considérant de principe qui dit que le Conseil constitutionnel n'a pas le même pouvoir que le Parlement en matière d'appréciation de l'opportunité de la loi. Eh bien, je crois qu'il a appliqué cette prudence à l'état d'urgence sanitaire, même si, dans cette balance entre le danger et la garantie de la liberté, le Conseil constitutionnel a parfois fait des censures remarquées. Je pense notamment aux détentions provisoires qui ont été
continuer d'office sans que les libertés n'aient forcément été mises en balance. Je pense notamment à l'audience en vidéoconférence, que le Conseil constitutionnel a également considéré comme inconstitutionnelle. Même si, sur le pass sanitaire, sur le confinement des personnes isolées, le Conseil constitutionnel a plutôt retenu une posture de réserve, qu'on peut parfois lui reprocher, notamment par rapport à la motivation qui a été adoptée, c'est-à-dire que très souvent, le Conseil constitutionnel a été très court là-dessus. Et je crois que si cette posture de prudence peut tout à fait se réclamer de la volonté de ne pas attiser le gouvernement des juges, de ne pas rajouter à de la tension sur la tension politique qui était très forte dans ces moments-là, on peut reprocher au juge constitutionnel de ne pas mieux s'expliquer, notamment lorsque il est parfois un peu révoltant de trouver dans les commentaires au cahier du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire les commentaires faits par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, plus d'éléments que ce qu'on en a dans la décision. Ça, je crois que c'est un peu dommage et que les citoyens ont le droit à comprendre pourquoi le Conseil constitutionnel maintient cette politique de self-restraint en expliquant notamment, par exemple, que le contrôle de l'opportunité de la mesure est un contrôle du fait que le Conseil constitutionnel en droit ne peut pas faire. La Cour de cassation le fait très bien au quotidien. Pourquoi le Conseil constitutionnel n'étayerait pas un peu cette posture de prudence? Je crois que c'est ça qui manque cruellement, c'est une explication de ce pourquoi le Conseil reste parfois plus en retrait et parfois plus intrusif. S'il le fait, il faut qu'il nous l'explique. Alors, il y a notamment une décision qui a particulièrement retenu mon attention, mais je ne suis peut-être pas le seul, c'est la décision du Conseil constitutionnel sur la loi organique suspendant le délai de traitement des QPC. Dans cette décision pour le moins étonnante, le Conseil constitutionnel, on peut le dire, a avalisé une violation caractérisée de la Constitution avec une motivation particulièrement lapidaire, puisqu'il nous parle des juste circonstances particulières, mais il n'y a aucune motivation. En fait, on est bien d'accord, il avalise une violation flagrante de la Constitution. Qu'en pensez-vous ? Alors, je suis totalement de votre avis. J'ai eu l'opportunité de le dire, notamment lors d'un récent colloque sur l'état d'urgence sanitaire et son contrôle constitutionnel, notamment parce que cette décision est très courte. Et encore une fois, ce que je disais sur la motivation, je pense que ça s'applique précisément à cette décision, par exemple, puisque le Conseil constitutionnel a notamment rien dit, hein, c'est la vérité, de l'article 46 de notre Constitution relatif au vote des lois organiques qui prescrit qu'un délai préfixe doit être appliqué pour la discussion de ces lois organiques, c'est-à-dire on doit discuter pendant tant de temps et laisser tant de temps à l'autre assemblée pour discuter de cela. Pourquoi c'est si important ? Parce que les lois organiques sont des prolongements des lois constitutionnelles, sont des éléments, les lois organiques contiennent des éléments qui sont de l'ordre de la complétude de la Constitution, ils viennent compléter la Constitution, et notamment ici, c'était une loi organique qui venait suspendre l'application du délai de 3 mois pour les QPC, c'est-à-dire tout simplement suspendre l'activité de QPC du Conseil constitutionnel. Donc on aurait pu attendre de l'institution que ça concernait directement, qu'elle soit quand même un peu plus scrupuleuse déjà avec l'application du texte de l'article 46, et donc de ce délai que l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas respecté, que le gouvernement n'a pas respecté, mais aussi qu'il nous explique pourquoi il était si important, dans un moment où pourtant les libertés publiques ont été autant atteintes, que le Conseil constitutionnel ne travaille pas. Est-ce qu'il y avait un risque de cluster au sein du Conseil constitutionnel ? Il faut savoir que toutes les autres cours constitutionnelles se sont habituées au travail en ligne dans ces périodes-là. Et le Conseil lui-même l'a appliqué quelques semaines plus tard. Donc pourquoi était-il si important de suspendre l'activité du Conseil ? Et pourquoi le Conseil constitutionnel se retranche derrière des circonstances particulières qui n'ont même pas la même motivation que les circonstances exceptionnelles que le Conseil d'État a lui-même dégagées en 1908 dans les arrêts d'Amdol et Laurent et Herriès, où le Conseil d'État motive cela par des conditions de guerre qui font que les conditions matérielles, je pense notamment au dossier de fonctionnaire du sieur Herriès, qui avait brûlé. Voilà, bon, les conditions matérielles ne peuvent pas s'appliquer parce qu'on est en état de guerre et qu'on ne pourra pas appliquer le même formalisme. Mais ici, rien n'empêchait véritablement ce formalisme constitutionnel d'exister. Et je pense même que le Conseil a desservi notre Constitution en donnant le sentiment que la procédure constitutionnelle, le respect des formes constitutionnelles était un carcan. Et je pense pourtant que c'est la première garantie de nos libertés. Donc l'image aussi est importante, et ici, elle a été quand même assez violemment atteinte par cette décision et par ce caractère lapidaire de la motivation. Que pensez-vous de la défense du président du Conseil constitutionnel suite à cette décision ? Puisque dans un éditorial, il nous a expliqué pourquoi il ne fallait pas critiquer cette décision, en nous disant « Le choix de passer outre a été fait par accord tacite entre le gouvernement et les deux assemblées parlementaires ».
Mais donc le juge constitutionnel, il est là pour avaliser des accords tacites entre les autres organes constitutionnels, pour violer la Constitution ? Alors, moi, je suis assez interloquée par l'idée d'un accord tacite, qui est quelque chose qui me semble du ressort de la paraconstitutionnalité, pour ne pas dire de l'anti-constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel ne peut pas, à mon avis en tout cas aussi objectivement, puisqu'il le fait dans une interview qui est ensuite publiée dans le rapport public, ne peut pas à ce point-là s'estimer collaborateur des pouvoirs publics et donc nous donner un petit peu l'idée que les pouvoirs publics travaillent entre eux et que tout est bien comme ça. Je crois que c'est un peu dangereux. Et notamment, alors peut-être est-ce un élément qu'on peut porter quand même à la décharge du président du Conseil et de la décision de l'époque, c'est que ces 3 mois comprennent le Parlement allemand, le juge constitutionnel espagnol, la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, ont été les 3 mois de la cacophonie juridique absolue, puisque nos institutions ne savaient pas comment réagir. Et peut-être qu'en faisant référence à ces accords tacites, le président nous dit tout simplement, eh bien, les pouvoirs publics les plus importants nous semblaient tellement en accord sur cette question qu'on n'a pas ajouté à la controverse constitutionnelle, à la controverse politique, une controverse constitutionnelle. Même si, encore une fois, je le redis, je pense que la Constitution est trop souvent passée dans ces moments-là comme une empêcheuse de tourner en rond. Et c'est assez paradoxal puisque quelques mois plus tard, on avait des manifestations dans les rues pour le respect de la Constitution et pour estimer que nos libertés d'aller et venir étaient les plus importantes. Donc le peuple a changé d'image de la Constitution en très peu de temps et je pense qu'il n'a pas été aidé par les pouvoirs publics puisque du coup la Constitution était, je pense notamment à cette phrase de Manuel Valls lors de l'état d'urgence sécuritaire qui avait préconisé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel en disant on a besoin d'aller vite et efficacement, faites-le en pensant aux citoyens. Et je crois que justement on pense aux citoyens en saisissant le Conseil et en garantissant leur liberté. Donc je crois qu'il faut faire attention à cette grammaire, à ce vocabulaire de la Constitution comme un carcan, parce que je pense que si on revient à la source, et au début de notre podcast d'ailleurs, à la source de l'état de droit, la Constitution, c'est la norme mère, c'est la norme qui nous garantit à tous que, malgré les changements de majorité, eh bien, il y a un élément de rémanence, de permanence, que seront nos droits fondamentaux. Donc je pense qu'on dessert forcément la Constitution quand on en parle comme un élément de procéduralisation indue dans des moments de crise. Elle peut servir dans les crises, elle doit. Alors, vous parliez de politique, ça me permet d'aborder un autre sujet, c'est-à-dire la composition du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut être juriste pour être membre du Conseil constitutionnel, nécessairement? Est-ce qu'il y a des compétences techniques juridiques qui sont requises pour accéder à ces postes? Alors, tristement, non. Il n'y a aucune condition posée par la loi organique ou la Constitution à devenir membre du Conseil constitutionnel. Ce sont des nominations qui sont faites par les plus hautes autorités de l'État, le président de la République, les présidents des assemblées. Et nécessairement, ces nominations sont donc des nominations à la discrétion de ces autorités. Et ces nominations, depuis 2008, doivent, en tout cas pour les nominations présidentielles, suivre un processus original qui consiste à ce que la personnalité pressentie soit entendue par les assemblées, par les commissions des lois des 2 assemblées, et ces commissions peuvent avoir un droit de veto en quelque sorte. Elles n'avalisent pas vraiment le non, mais elles peuvent dire non. Nous ne voulons pas de cette personne au Conseil constitutionnel, ce qui est quand même relativement restreint, il faut le dire, et surtout très marginal par rapport aux autres nominations. Je pense notamment aux juges européens des droits de l'homme, aux juges des autres cours constitutionnelles, où déjà le Parlement a un droit de regard, où plusieurs noms doivent être proposés et où des conditions sont posées. Aujourd'hui, nous avons une composition du Conseil constitutionnel qui trop souvent fait la part belle aux anciens politiques. Alors, avec cette phraséologie qu'on nous donne, qui consiste à dire que, comme on a été un ancien politique, on est rompu au mécanisme de la prise de décision et donc on deviendra un bon juge de la constitutionnalité. Je ne pense pas qu'il faille ostraciser les nominations politiques. Parfois, on se serait privé de très belles personnes à ce niveau-là. Mais je pense néanmoins que l'exigence de conditions, l'exigence de transparence, l'exigence de plusieurs noms, d'un
d'un contrôle sur ces nominations doit faire son chemin, et notamment plusieurs rapports ont été en ce sens, et c'est quelque chose sur laquelle la doctrine est consensuelle depuis des années, la fin de la présidence de droit des anciens présidents de la République qui cause beaucoup de mal à l'image de l'institution. Je crois que le Conseil constitutionnel travaille très objectivement. Il est assisté, il faut le dire, par un secrétariat général, par un service juridique et un service de la documentation qui sont tout à fait compétents, qui sont dans des prises de décision tout à fait exemplaires comme dans toutes les autres juridictions, et heureusement que les membres politiques peuvent se reposer sur ces services-là, mais on ne peut pas être dans une juridiction de services internes. Il faut aussi que les membres aient cette même exemplarité, et je pense pour ça qu'il faut sortir de l'obscurantisme et qu'il faut aussi penser à l'image de ce Conseil. Si on dépolitise les nominations, on rendra bien plus légitime le rendu de ces décisions et son acceptabilité par le citoyen. Mais puisque cette décision rend des décisions, enfin cette institution rend des décisions de justice composées notamment par des politiques, si ce ne sont pas eux qui font le travail, c'est bien le service juridique et le secrétariat général qui fait le travail. Donc à l'intérieur de l'institution, on a le déplacement d'un pouvoir, et un pouvoir éminent au sein de la République, c'est celui de se prononcer sur la conformité des lois. Est-ce que ça, c'est pas un énorme problème ? Vous avez raison. Ce service juridique et ce secrétariat général du gouvernement ont vraiment le rôle d'assistance d'un membre très important du Conseil sur une décision de constitutionnalité qui est le rapporteur, qui est celui qui va travailler le texte pendant des semaines entières et qui a besoin de l'assistance des services. Est-ce que pour autant on est dans une gouvernance de palais, et est-ce que c'est le service juridique et le service du secrétariat général qui récupèrent en quelque sorte le pouvoir ? Je ne le crois pas, notamment parce que les décisions sont ensuite délibérées à neuf et parce que le Conseil constitutionnel est très ouvert, notamment dans ces périodes d'instruction. Les débats parlementaires sont scrutés à la loupe, le compte-rendu médiatique aussi, la manière dont la doctrine s'est appropriée les éléments de la loi sont scrutés de très près par le membre rapporteur, et donc on peut être sûr que la décision rendue l'est après une focale vraiment large d'étude de cette législation. Et le membre, certes, le membre rapporteur du Conseil constitutionnel, qui est justement ce juge politique, est certes assisté par le service juridique, mais je pense que le service juridique maîtrise assez bien cette idée de ne pas prendre le pas sur la décision du juge et sur la décision délibérée à neuf ensuite. Néanmoins, je pense que le pouvoir qu'acquiert ce service juridique est parfois dépendant de la compétence ou non du membre rapporteur, et que c'est bien triste que la condition juridique n'ait pas même une toute petite place dans les conditions de nomination, puisque très souvent elle est respectée en plus. Donc l'exigence d'une bonne connaissance du mécanisme constitutionnel, voire même peut-être alors pas une école de formation comme on l'a avec l'ENM, mais peut-être d'une intronisation avec une formation aux prises de décision du Conseil constitutionnel. Je pense notamment à tout ce qu'on fait à l'ENM comme formation sur ces questions, une formation à la QPC, une formation à tout cela, même en accéléré, pourrait tout à fait exister pour ces juges. Et peut-être qu'il y aurait moins de dépendance avec ce service juridique. Arrêtons en tout cas de considérer que on peut continuer à avoir une Cour constitutionnelle objective avec ces conditions de nomination. Il va falloir se poser cette question démocratiquement devant le Parlement, et il va falloir poser cette question définitivement. Beaucoup de rapports ont été en ce sens, beaucoup de tribunes de collègues constitutionnalistes ont été publiées, et je crois que dans ces périodes où on nous parle de transparence de la vie républicaine, où le peuple a besoin de comptes rendus, il est temps de changer la composition du Conseil. Mais alors, juste pour parler du doyen Vedel, on a vu son pouvoir grâce aux délibérations. Ça me permet de rebondir sur une question. Quelle juridiction au monde publie ses délibérations? Et est-ce que c'est pas un peu étonnant? On publie les délibérations d'une assemblée parlementaire, mais on publie pas les délibérations. Et pourquoi il y aurait des délibérations au sein d'une juridiction? C'est la vérité. On a, et c'est la fameuse... le nœud gordien autour de la décision Brouhan dont on parlait tout à l'heure, autour du règlement de procédure et des archives. En effet, on a aligné le régime des archives du Conseil constitutionnel sur celui des assemblées parlementaires et des organes politiques, et non sur celui des juridictions. Et c'est dire le peu de confiance qu'on fait au Conseil constitutionnel en tant que juge constitutionnel. C'est encore une manifestation
Et s'il en fallait une encore récente, on peut penser aux propos de Rachida Dati, qui était alors garde des Sceaux lors de la discussion de la réforme constitutionnelle de 2008, lorsqu'on avait proposé un amendement pour appeler le Conseil cour constitutionnel, qui avait dit « Je ne crois pas que ce soit dans sa nature, je ne crois pas que ce soit une bonne idée ». On retrouve de manière très moderne ce légicentrisme, cette méfiance à l'égard du Conseil constitutionnel comme un potentiel gouvernement des juges. Et publier les délibérations avec un délai surtout aussi court, ça a été très difficile à vivre pour le Conseil constitutionnel lui-même, puisqu'il y a des éléments qui auraient pu mériter de rester secrets. Alors là, l'universitaire que je suis a été tout à fait heureuse de cette réforme, puisque c'est vrai que pour mes différents travaux, j'ai adoré pouvoir plonger dans des réflexions parfois très orales, finalement, des membres du Conseil, dans lesquelles on perçoit toute la tension politico-juridique qui est contenue dans cette fonction de juge constitutionnel. On a perçu beaucoup de choses aussi sur le bilan du juge, sur son self-restraint, sur la manière dont il avait d'employer l'erreur manifeste d'appréciation, des éléments de ses propres standards. On les a mieux perçus, je pense, avec cette ouverture des archives. Mais je rejoins ce que vous disiez sur le fait qu'on n'a pas permis au Conseil constitutionnel d'être aligné sur les juridictions. Et je travaille en ce moment sur l'un des thèmes que j'aime le plus dans la doctrine, qui est celui du droit du contentieux public, que j'essaye de rechercher dans plusieurs éléments, à travers les règlements de procédure, à travers des questions propres aux différents contentieux de droit public. Eh bien, à chaque fois, quand on fait une étude de contentieux public, c'est-à-dire de ces différents contentieux de droit public, on se rend compte de la faiblesse de la confiance qui a été faite dans le Conseil constitutionnel en tant que juridiction. On ne lui a pas donné les moyens d'être une juridiction, alors pourtant que par le fait, il l'est devenu. Donc, je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent pourrait se résumer dans cette phrase-là. Le Conseil constitutionnel a fait sa mue pour devenir un juge constitutionnel, mais il n'en a toujours pas acquis les titres de noblesse. Les pouvoirs publics traînant des pieds à le déclarer cour constitutionnel, à lui donner de l'indépendance organique, à donner plus de publicité à ses travaux, à donner plus de secret à ses délibérations, à mieux travailler sa composition. On a affaire à un juge par le fait. Ce qui en soi démocratiquement me paraît tout à fait décevant. Et je pense que le Conseil constitutionnel mérite d'avoir un véritable contentieux, comme le juge administratif, d'avoir de véritables juges, comme les juges européens des droits de l'homme. Même si c'est un juge objectif de la constitutionnalité, il a mérité d'être une juridiction. Une dernière question, mais un peu très grande, extensive. Est-ce que pour une constitutionnaliste en 2022, le contrôle de constitutionnalité des lois, c'est quelque chose qui va de soi? Un peu comme tout dans la Constitution, dans le régime constitutionnel, je pense que un peu comme tout, le contrôle de constitutionnalité ne va pas de soi. Et je pense que rien ne va de soi. Et l'état de droit en Pologne, les discours de certains des candidats à la récente élection présidentielle de 2022, en tant que juristes et en tant que citoyens, doivent nous alerter sur le fait que rien n'est acquis. Le régime démocratique, l'état de droit, le contrôle de constitutionnalité, la majorité absolue, tous ces éléments, on les considère parfois comme acquis. On se dit aussi que le travail de constitutionnaliste, c'est un travail d'historien, qu'on ne fait que répéter des choses qui existent depuis des millénaires, mais pas du tout. Je crois vraiment que le contrôle de constitutionnalité n'est pas un acquis. Je crois que le Conseil constitutionnel joue gros à chaque rendu de ses décisions, puisque, comme toute institution constitutionnelle, le Conseil constitutionnel est fragile, puisque un peuple peut toujours choisir de changer de constitution. Un régime politique peut toujours très bien travailler son discours en faisant ressentir au peuple la nécessité de retirer aux juges le pouvoir de contrôler la loi et de remettre la garantie de ses droits fondamentaux aux assemblées majoritaires. Moi, je crois que l'opposition, je crois que les juges, je crois que la Constitution, les droits fondamentaux, les médias, la territorialité sont des éléments de contre-pouvoir qui sont précieux et qui sont, comme tout ce qui est précieux, fragiles et rares. Donc je pense qu'il faut y faire très attention. Et la constitutionnaliste que je suis ne considère jamais rien comme acquis. Et j'aimerais en tout cas à chaque fois que mes étudiants me quittent, qu'ils aient conscience que tout cela repose aussi
sur eux, sur leur vote, sur leur conscience citoyenne. Et voilà, non, je ne crois pas que le contrôle de constitutionnalité soit un acquis en France, en Europe, dans le monde. Je pense que la récente décision de la Cour suprême américaine sur les droits des femmes et sur l'IVG est de nature à nous montrer que les barrières de droit sont des barrières fragiles et que rien n'est acquis. Donc cette tension inextricable entre démocratie et contrôle de constitutionnalité, pour vous, c'est un faux problème ou c'est un problème dépassé? Puisque non. L'argumentaire, en général, c'est de dire le représentant, le Parlement, vote la loi et on a un aéropage de 9 membres, qui plus est des politiques, qui peuvent éventuellement censurer cette loi. Est-ce que pour vous, ce vieux problème du droit constitutionnel, c'est quelque chose qu'on dépasse ou qui est quand même, il faut en avoir conscience, il est toujours là. Il y a toujours une tension entre la démocratie et la garantie des droits, c'est-à-dire le libéralisme. Non, je ne crois pas que c'est un faux problème. Non, je ne crois pas qu'il est dépassé. Et je crois même qu'il est sain que cette tension continue à exister. Puisque le Conseil constitutionnel est, à mon sens, une juridiction indépendante, d'ailleurs, de tous nos autres juges. C'est la justice constitutionnelle, donc c'est pas un ordre administratif, politique, judiciaire, c'est un ordre constitutionnel à part entière. Et je pense que cette juridiction constitutionnelle doit avoir à l'esprit que la loi est quand même l'expression de la volonté générale, même dans le respect de la Constitution, mais que les régimes majoritaires ont une légitimité politique que les juges n'auront jamais, même si demain nous les élisions. La volonté de la majorité, il faut quand même en avoir conscience. Et cette posture du self-restraint, c'est pour ça que je ne suis pas toujours très critique sur cette position de retrait de la part des juges constitutionnels, parce que je pense que la volonté politique a aussi sa place dans une démocratie. Donc je pense que l'idée de toujours respecter un juste équilibre entre la bonne expression de la démocratie et la bonne expression de la démocratie majoritaire, populaire, voire même malheureusement, si demain nous devions, comme beaucoup de régimes d'Europe, vivre la démocratie populiste, eh bien il faudrait quand même la laisser s'exprimer avec ce correctif de la garantie des droits fondamentaux. Donc l'idée de la tension, c'est aussi l'idée de l'équilibre. Et moi, je pense que c'est heureux qu'on la garde, cette tension. Parce qu'au moins, elle permettra des garde-fous, mais elle permettra aussi une juste expression qui permette la légitimité. Puisque en droit, on a beaucoup de mal avec ce concept de légitimité, mais tout ce qui est légal n'est pas nécessairement légitime. Et je pense que les citoyens ont besoin d'un rapport tendu entre la justice constitutionnelle et le Parlement pour que la justice constitutionnelle joue à chaque fois sa légitimité. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Obiter Dictum. Et merci de votre invitation et merci de ce très beau podcast et de ceux qui l'écouteront, pour ceux qui l'écouteront, je vous le redis. Merci beaucoup. Clap de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.